Faites bien attention aux images qui vont suivre. Ce qui semble être un couple heureux, assis dans les gradins d'un gymnase scolaire, assistant à la remise de diplôme de leur fille jumelle, cache un sombre secret. Faites attention à la femme assise juste devant le couple. Elle s'appelle Tracy Tarleton. Bien qu'elle paraisse heureuse lors de la remise de diplôme des filles, elle dissimule en réalité un sombre secret. Et ce qu'elle va faire sera responsable d'une tragédie qui va pousser les deux jumelles à fuir la maison et à devoir se cacher pour sauver leur propre vie. Mais, si tu es déjà abonné ici, à Que Mundo Est, tu sais très bien que, si l'histoire n'a pas un bon retournement de situation, on n'en parle même pas ici. Alors, prépare-toi pour l'un de ces cas qui vont vraiment nous prendre au dépourvu. Et ce qui va se passer, ainsi que le coupable, vont te surprendre. Salut tout le monde, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Si vous, comme moi, aimez les histoires bizarres, les crimes réels, les théories du complot, les curiosités, toutes ces choses vraiment étranges et folles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Aimez, commentez, partagez, ça aide beaucoup ici sur la chaîne. On passe à la vidéo. Découvrons les protagonistes de l'affaire d'aujourd'hui. En 1993, les jumelles identiques Jennifer et Christina, âgées de 13 ans, ont eu une enfance très troublée. Leurs parents, Craig et Céleste, n'auraient jamais remporté le prix des parents de l'année. Ils se disputaient sans cesse et la mère était très violente envers son mari et ses filles. Cette année-là, ils ont enfin mis fin à une longue bataille judiciaire pour le divorce et aussi pour la garde de leur fille. Maintenant, tenez-vous bien, avec la décision de la justice concernant la garde. Le juge a tout simplement décidé de séparer les deux sœurs jumelles identiques. Christina était restée avec la mère, tandis que Jennifer était restée avec le père. De plus, Craig vivait à Stanwood, dans l'État de Washington. Mais Céleste s'est mariée avec un homme appelé Stéphane et a déménagé avec Christina à Austin, au Texas, à plus de 3500 km de là. Tu te rends compte? Les jumelles ont soudain été séparées et ne se voyaient plus. Quelle cruauté! Si tu es jumeau ou jumelle, laisse un commentaire ici, car les jumeaux ont une connexion unique. J'ai des amies jumelles, on dirait qu'elles partagent le même cerveau. Elles finissent les phrases de l'autre. C'est surréaliste, non? Et Christina et Jennifer étaient meilleures amies, inséparables en grandissant, mais à cause d'un divorce, elles se sont retrouvées dans cette situation. Maintenant, allons en juillet 96. Après 3 ans à vivre séparées, enfin, les sœurs allaient se retrouver. Elles avaient prévu un voyage d'été ensemble. Elles allaient en Californie, passer du temps chez leurs grands-parents. Imagine un peu le bonheur qu'elles ressentaient à enfin se retrouver après tout ce temps, n'est-ce pas? Mais malheureusement, toute cette joie allait très vite se transformer en tristesse. Quand Jennifer est arrivée chez ses grands-mères, en Californie, elle a essayé d'appeler son père pour lui dire qu'elle était bien arrivée et que le voyage s'était bien passé. Mais personne n'a répondu. Elle a essayé d'appeler plusieurs fois dans la journée, mais rien. Personne ne répondait. Après 2 jours sans réussir à joindre leur père, les jumelles reçoivent une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait. Leur père a été retrouvé sans vie à l'intérieur de sa propre maison. Il s'était donné la mort et avait même laissé une lettre d'adieu à ses filles. Oh, quelle horreur! Craig souffrait apparemment de dépression depuis des années, sans que personne ne le remarque. Les jumelles ont été choquées. Ce qui devait être un voyage de retrouvailles de 2 semaines heureuses s'est transformé en un changement permanent. Jennifer est retournée vivre avec sa mère, Christina et leur nouveau beau-père Steven Beard à Austin, Texas. Au début, elle a eu du mal à s'adapter au changement, mais en apprenant à mieux connaître son nouveau beau-père, les choses se sont améliorées. C'était un homme très gentil, accueillant, affectueux et très attentif à sa nouvelle belle-fille durant cette période difficile. Après des années ensemble, la famille semblait heureuse. Les sœurs étaient en terminale au lycée et pour la première fois de leur vie, elles avaient une figure paternelle stable. Regarde comme c'est beau. Steven a même officiellement adopté les jumelles. La famille de Steven avait un blason personnalisé et tous les membres de la famille portaient une bague avec ce blason. Le jour où il a officiellement adopté les jumelles, il leur a aussi offert une bague de sa famille. Mais toute cette supposée paix et harmonie dans la maison de la nouvelle famille allait changer du tout au tout le 2 octobre 1999. Les filles avaient maintenant 18 ans. Jennifer passait la nuit chez son petit ami, tandis que Christina restait dans sa chambre. À 2h30 du matin, la mère a brusquement ouvert la porte de la chambre de Christina, criant et allumant la lumière. C'était fou. La pauvre Christina s'est réveillée, très effrayée. La mère criait sans cesse « Quelqu'un frappe à la porte, va voir !»
Christina était sous le choc et terrorisée. Les deux s'avancent vers le salon et entendent quelqu'un essayer d'ouvrir la porte. Sans savoir qui était dehors ou ce que cette personne voulait, surtout à une heure pareille, n'est-ce pas? Christina court vers le téléphone et appelle les services d'urgence. Elle dit désespérément que quelqu'un frappe à leur porte. L'opératrice du 911 informe Christina qu'il s'agit de la police. « Su, pourquoi la police est-elle là? Calme-toi, je vais t'expliquer. » Quelques instants plus tôt, les services d'urgence avaient reçu un appel d'une autre personne provenant de cette même adresse. Urgence, ambulance. Que se passe-t-il? Je suis au lit, j'ai très mal. D'accord, tu es seule? Ma femme est à la maison, mais je ne peux pas l'appeler. Ne comprenant rien, Christina court ouvrir aux policiers. Dès qu'elle a ouvert, les policiers ont dit « Ton père est à la maison ?» et elle a répondu « Oui, il est là-haut ». Les policiers, Christina et Céleste, montent les escaliers en courant vers la chambre du beau-père. À leur entrée, les ambulanciers se précipitent sur lui. Les ambulanciers ont essayé de stabiliser Steven, mais il perdait beaucoup de sang et personne ne comprenait pourquoi. Une fois sur la civière et dans l'ambulance, les policiers analysent un peu la chambre. C'est alors qu'ils ont trouvé une cartouche de fusil tombée par terre, à côté du lit de Steven. Christina était sous le choc. Steven s'est fait tirer dessus. Elle a aussitôt appelé sa sœur, qui, choquée elle aussi, s'est précipitée à la maison. Maintenant, qui aurait pu vouloir supprimer Steven? Maintenant, il était clair qu'un crime avait eu lieu dans cette chambre. Les policiers ont isolé la scène et lancé les expertises. Ils ont conclu que quelqu'un était entré par une porte latérale déverrouillée. Il est monté dans la chambre de Steven et lui a tiré dessus, de façon exécutive. Rien n'a été volé. Quiconque a fait cela avait Steven comme cible spécifique. Les enquêteurs ont prélevé un échantillon d'acide désoxyribonucléique et l'empreinte de la mère et des filles. Pour l'instant, il était impossible de les exclure comme suspects. Alors que Steven était gravement hospitalisé, la police a convoqué sa mère et ses filles au commissariat pour témoigner. Et c'est là que quelque chose de très étrange s'est produit. Attends de voir. Mais avant, je voulais envoyer un bisou à Ariane et à Claudio de Cuyaba. Un gros bisou pour vous. Avant de monter dans la voiture de police, Céleste a demandé à ses filles « Si la police demande, qui pensez-vous aurait pu faire ça ?» Ne mentionnez pas Tracy. Mais qui est Tracy? C'était une femme de 45 ans rencontrée par Céleste. En quelques mois, elles sont vite devenues très amies. Trop même. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Elle était souvent invitée par Céleste à des dîners et à des fêtes d'anniversaire. Elle a aussi assisté à la remise des diplômes des filles. La demande étrange de leur mère de taire le nom de Tracy a rendu les jumelles très méfiantes. Pourquoi voulait-elle cacher le nom de son amie? Je pensais que peut-être elle protégeait Tracy parce qu'elle pensait que c'était Tracy. À ce moment, un détective a demandé à Christina qui aurait, selon elle, pu faire cela à son beau-père. Elle a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais ma mère m'a demandé de ne pas mentionner Tracy Tarleton. Regarde. » Les détectives m'ont demandé qui, selon moi, avait tiré sur mon père et j'ai répondu. Ma mère ne veut pas que je mentionne ça, je n'étais pas censée dire Tracy Tarleton. Immédiatement, Tracy est devenue la suspecte numéro 1 et sa proximité avec la famille a rendu les choses encore plus compliquées pour elle. Maintenant, il devait découvrir quel serait le mobile et s'il y avait un autre complice impliqué dans le crime. La police a obtenu un mandat de perquisition pour la maison de Tracy et s'est rendue chez elle, frappant à la porte d'entrée. Dès qu'elle a ouvert, ils lui ont directement demandé si elle avait un fusil de chasse. Surprise, elle a hésité puis répondu « Oui, j'en ai un ». Elle a remis aux enquêteurs un fusil de chasse calibre 20, le même calibre que la cartouche qui a été retrouvée par terre sur la scène du crime. Ils ont emporté le fusil pour faire l'examen balistique et 5 jours plus tard, le résultat est tombé. C'était ce même fusil de chasse qui avait été utilisé pour tirer sur Steve. Tracy Tarleton a été arrêtée pour tentative de meurtre. Mais tout cela n'avait-il pas peu de sens? Tracy est restée silencieuse et refusait de dire quoi que ce soit à propos de cette nuit-là. Les enquêteurs n'arrivaient pas à comprendre quelle raison elle aurait pu avoir pour tuer Steve. Les détectives ont beaucoup mis la pression sur Tracy, car ils croyaient qu'elle n'avait pas agi seule. Un complice pouvait être libre dehors, mais elle demeurait totalement silencieuse. Pendant ce temps, Steve était à l'hôpital. Ses 2 sœurs étaient toujours à ses côtés, l'aidant et le soutenant. Après avoir repris connaissance et semblé se rétablir, Steve a contracté une infection et est décédé de sa blessure par balle. Sa mort a été un choc énorme pour les filles. Elles l'appelaient déjà papa et l'aimaient beaucoup.
Ça a été très difficile de traverser une nouvelle tragédie et, une fois de plus, de voir une figure paternelle arrachée à leur vie d'une manière aussi violente. Leur mère essayait de les réconforter, d'être présente et tout ça, n'est-ce pas? Mais c'est quand les trois préparaient les funérailles de Steve que quelque chose de bizarre s'est produit. Céleste a emmené les filles acheter un cercueil dans une entreprise de pompes funèbres. Elle se promenait dans le magasin, regardant les cercueils, quand Céleste s'est arrêtée devant un cercueil rose et a dit « Je vais acheter celui-ci pour vous ». Elle a aussitôt demandé au vendeur 2 cercueils de ce modèle pour ses filles. Comment est-ce possible? D'accord, il y a des gens qui aiment tout planifier et qui vont même jusqu'à acheter leur propre cercueil. Mais c'était 2 jeunes filles assises en bonne santé, âgées de 18 ans. Pourquoi Céleste commanderait-elle des cercueils pour ses propres filles? Lorsque la nouvelle du meurtre s'est répandue, journaux locaux et chaînes de télévision ont couvert l'affaire. La population avait peur à l'idée qu'il puisse encore y avoir un meurtrier en liberté. Au milieu de tout cela, les jumelles ont remarqué que le comportement de leur mère devenait de plus en plus troublant et erratique. Elles ont dit que, alors que l'ambiance entre les jumelles était au deuil, elle pleurait tous les jours. Certains jours, la mère fredonnait et souriait dans la maison. Mais ce comportement étrange allait empirer. Le 16 février 2000, c'est-à-dire 4 mois après la mort, les 3 étaient à la maison. Soudain, Céleste se tourne vers les filles et lance « Et si on se supprimait nous-mêmes? Nous 3, ici, on va se supprimer ?» C'est bizarre. Les 2 sœurs se regardent, effrayées. Mais avant qu'elles puissent dire quoi, la mère sort un énorme couteau de cuisine. Elles croient que leur mère va les attaquer au couteau, mais la folle se le plante dans la jambe. Et le sang commence à jaillir partout. Elle a dit « Et pourquoi ne pas tous se tuer ?» Et soudain, elle sort un couteau. Elle le tient comme ça, et elle est un peu, sur le point d'avancer. Elle se poignarde directement dans la jambe. Le sang commence à jaillir partout. Je me suis juste dit, que se passe-t-il? Les filles appellent les urgences, en état de choc, et demandent de l'aide. Tu penses? Une ambulance est arrivée rapidement et les ambulanciers ont réussi à arrêter la blessure. Ils ont mis Céleste dans l'ambulance et l'ont emmenée à l'hôpital le plus proche. La semaine suivante, toujours hospitalisée, Céleste appelait sans cesse ses filles. Mais elle disait des choses horribles aux filles. Elle était complètement déséquilibrée. J'étais déprimée, putain, je suis une malade de merde. Dès que je rentre à la maison, je vais te tuer. Je vais te planter un couteau dans la putain de gorge. Sale garce, tu vas le regretter. Les filles étaient très effrayées à cause du comportement de leur mère. Elles essayaient de parler rationnellement avec Céleste, mais il n'y avait rien à faire. C'est alors que Christina a eu une idée, qui, involontairement, a finalement aidé les enquêteurs à découvrir ce qui était arrivé à Steve. L'idée de Christina a été d'enregistrer les appels de sa mère, pour ensuite, quand sa mère serait plus calme, montrer les enregistrements à Céleste, pour qu'elle puisse entendre les choses horribles et insensées qu'elle disait à ses filles. Je me suis dit, tu sais quoi? Commencez à enregistrer nos conversations pour les lui faire écouter ensuite, et comme ça, elle va se rendre compte de mon point de vue, de ce que j'entends et réfléchir. Oh là là, c'est horrible. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Et elle a vraiment enregistré sa mère en train de dire plein de bêtises. Mais c'est lors de l'un de ces enregistrements que Céleste a fini par dire quelque chose qui allait changer le cours de l'enquête. Soudain, Céleste a dit à ses filles « J'ai engagé quelqu'un pour tuer Tracy ». Pourquoi la mère disait-elle cela? Pourquoi engager quelqu'un pour faire disparaître sa meilleure amie? Les filles étaient terrifiées, n'est-ce pas? Soudain, tout cela avait un sens. Les accès de violence de la mère, la mort suspecte du père, l'achat des cercueils roses et maintenant, la découverte de ce plan pour tuer Trace. Elles ont conclu que tout était lié et, pire, qu'elles étaient les prochaines sur la liste. Pour aggraver les choses, les jumelles ont appris que leur mère rentrerait de l'hôpital le lendemain. Elles n'avaient aucun doute. L'instinct de survie a agi. Et elles ont conclu qu'elles devaient fuir la maison et se cacher pour s'assurer que leur mère ne pourrait rien leur faire. Et c'était vraiment comme dans un film hollywoodien, vous savez. Elles séjournaient dans ces motels américains en bord de route, ne restaient jamais plus de quelques jours et changeaient déjà d'hôtel. Elles ont retiré tout leur argent à la banque et ne payaient qu'en espèces, pour éviter d'utiliser la carte et que leur mère, ayant accès au relevé, ne les retrouve pas. Pendant ce temps, Céleste, furieuse de rentrer de l'hôpital sans trouver personne, passait son temps à chercher ses filles. Pendant que Céleste cherchait ses filles, elles ont décidé d'apporter les enregistrements de leur mère à la police pour essayer d'obtenir une ordonnance restrictive contre leur propre mère. Elles ont obtenu cette ordonnance.
Mais, même si les enregistrements accentuaient les soupçons sur la mort de Steve, seule Tracy pouvait clarifier et peut-être confirmer l'implication de Céleste dans la mort de son mari. Mais elle ne disait pas un mot. Elle attendait le procès, mais elle continuait à garder le silence. 2 ans se sont écoulés depuis cette folie, quand en mars 2002, Tracy était dans sa cellule. Lorsqu'elle a lu dans un journal que les jumelles avaient obtenu une ordonnance de protection pour violences domestiques contre leur mère. À ce moment, elle a brisé le silence, appelé le gardien et demandé à voir le détective. Elle a dit qu'elle allait coopérer et tout raconter sur ce qui s'était passé. Tu vas voir. Elle a confirmé les soupçons des enquêteurs. Elle n'avait pas éliminé Steve seule, Céleste avait en réalité tout planifié. Avec ces nouvelles informations et les enregistrements audio des appels que les filles avaient enregistrés, la police avait enfin des raisons d'aller arrêter Céleste. 20 jours plus tard, elle a été placée en détention provisoire, accusée d'avoir participé à la suppression de son mari. Malgré sa détention provisoire, les preuves restaient insuffisantes pour assurer une condamnation. Alors, les jumelles commencent à travailler avec les procureurs, les avocats et même avec Tracy, la femme qui a appuyé sur la gâchette pour abattre leur mère et s'assurer qu'elle ne sorte jamais de prison. Le 3 février 2003, le procès de Céleste a commencé. C'était la première fois depuis plus d'1 an que les jumelles allaient se retrouver ainsi, face à face avec leur propre mère. Imaginez la pression subie par ces 2 jeunes filles de seulement 19 ans. Mais elles étaient déterminées à venger la mort de leur beau-père, qu'elles aimaient tant et ont affronté leur mère en face. Dans leurs témoignages, elles ont décrit que tout au long de leur vie, leur mère avait de graves problèmes de santé mentale, provoquant des crises violentes et une enfance traumatisante pour elles. Jennifer a révélé que lorsque Céleste a épousé Steve, ancien cadre télé de 69 ans et multimillionnaire, ce n'était pas par amour mais pour sa fortune. Est-ce qu'elle vous a déjà parlé de ses sentiments envers Steve Bear? Eh bien, elle a dit qu'elle s'était mariée avec Steve pour son argent. Elle t'a dit ce qui se passerait si Steve mourait. Qu'elle hériterait de tout. Elle disait, pourquoi il ne meurt pas? On aurait dit qu'elle attendait ça ou... Oui. Les enquêteurs ont découvert qu'après seulement 6 mois de mariage, Céleste avait dépensé plus de 500 000 $ de l'argent de son mari. Elle achetait en secret des vêtements de marque, bijoux, sacs et autres objets. Elles ont aussi dit avoir vu leur mère mettre plusieurs fois des somnifères dans la nourriture et les boissons de Steve. Et dès qu'il s'endormait, elle quittait la maison en cachette et ne rentrait que tard dans la nuit. Qui sait maintenant où elle allait, avec qui elle voyait et ce qu'elle faisait lors de ses escapades. Maintenant, voici l'explication de comment Céleste connaissait Tracy et pourquoi elles étaient si proches amies. En février 1999, 8 mois avant l'assassinat de Steve, Céleste a eu une crise psychotique à la maison. Elle a pointé une perceuse sur sa tête, puis sur Christina, menaçant de la tuer. À cause de cette crise, elle a été internée de force à l'hôpital psychiatrique St. David's, à Austin, au Texas. C'est durant son internement que Céleste a rencontré Tracy Tarleton. Tracy avait aussi des troubles psychiatriques et y était internée de force. Céleste a rapidement commencé à accorder beaucoup d'attention à Tracy, qui était plus timide et avait l'habitude de rester isolée à l'hôpital. Elles ont passé de plus en plus de temps ensemble, jusqu'à ce que leur amitié devienne plus intime. Si vous voyez ce que je veux dire. Lorsque Tracy tomba totalement amoureuse de Céleste, celle-ci put enfin mettre son plan à exécution. Maintenant, elle pouvait manipuler Tracy. Elle m'a dit vouloir une relation sexuelle avec moi, ce que je souhaitais également. Céleste avait préparé Tracy en disant « Steve est abusif avec moi, il est horrible ». Et Tracy croyait que Céleste souffrait vraiment aux mains d'un mari violent. Je viens de voir ça, cette femme que j'aime dans une situation désespérée, essayant de trouver un moyen de survivre à ce film. C'était tellement horrible. En réalité, c'était l'opposé. Steve était adorable et faisait tout pour sa femme et ses filles. Bien que Céleste soit problématique et manipulatrice, elle n'avait jamais montré de signe d'attirance pour les femmes. Mais elle était prête à s'engager dans une relation lesbienne pour obtenir ce qu'elle voulait. Dans sa déposition, Tracy a décrit le plan de Céleste pour tuer son mari. Elle a dit que Céleste avait géré toute la logistique cette nuit-là. Quelques jours plus tôt, elle avait indiqué à Tracy le chemin à suivre dans la maison. Elle a indiqué à Tracy la porte latérale déverrouillée et son emplacement. Tracy devait garer la voiture dans la rue pour rester discrète. Tu sais, elle a dit, c'est un vieil homme, il va mourir bientôt, mais pas assez tôt.
Elle avait un plan et voulait que je lui tire dessus avec mon fusil de chasse. Alors, nous allions entrer sur le terrain pour nous garer, puis nous passions par là. Comment je sortirais de la voiture, où j'entrerais dans la maison, comment je m'approcherais de la chambre. J'ai marché jusqu'au bout du bâtiment, je l'ai vu, j'ai arrêté la voiture et tiré dessus. Après cette révélation, toute l'audience a été choquée. Céleste regardait froidement son ancienne amie et ancienne amante dans le box des témoins et secouait la tête. Parfois, elle riait de ses propres paroles. Mais son sourire a disparu lorsque ses propres filles ont été appelées à témoigner et qu'elles ont également présenté un enregistrement audio de son plan d'assassinat contre Tracy. Tout comme les menaces constantes envers les filles. Le procès a duré plusieurs semaines, jusqu'au 19 mars 2003 lorsque les jurés ont rendu leur verdict après 3 jours de délibération. L'atmosphère était tendue et les filles désespéraient à l'idée que leur mère soit acquittée. Elles allaient devoir fuir cette folle toute leur vie. Dans l'affaire de l'État contre Sinespire Johnson, verdict du jury, verdict 4-1, homicide qualifié. Nous, le jury, déclarons l'accusé, Sinespire Johnson, coupable du crime d'homicide qualifié. Finalement, elle a écopé de la perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans de détention ferme. Pour conclure le procès, Christina a demandé à reprendre la barre, cette fois pour s'adresser directement à sa mère. Lui dire enfin ce qu'elle avait eu pendant des années. Regardez. Qu'est-ce que je t'ai fait à part t'aimer? Voilà comment tu nous as traités, comme des déchets. Tu as dit que c'est nous qui nous sommes retournés contre toi, mais c'est toi qui t'es retourné contre nous. Tu t'es retourné contre toute la famille Bird. Il t'a accueilli chez lui, il t'a aimé, il t'a honoré, il t'a obéi et tu l'as trahi et assassiné. Quelle honte, tu es coupable? Après la fin du procès, Tracy a demandé à rencontrer les jumelles et le juge a autorisé la rencontre dans une salle privée. Elle leur a présenté ses excuses pour la douleur causée. Elle a dit qu'elle se sentait très coupable d'avoir tué leur père et qu'elle était profondément désolée. Elle croyait aider Céleste à se libérer d'un homme violent, mais elle prend toute la responsabilité et assumera la peine pour son crime. Elle pensait qu'elle acceptait de tuer un homme mauvais. Je suis vraiment désolée pour elle. J'ai pu m'identifier au fait qu'elle a aussi été une victime ici. Tracy a été condamnée à 20 ans de prison, mais elle a obtenu une libération conditionnelle en 2011 après avoir purgé 10 ans en détention ferme. Après la fin du procès, un long processus de guérison de tous ces traumatismes a commencé pour les sœurs. Aujourd'hui, 22 ans après le procès, le lien entre les sœurs n'a fait que se renforcer. Elles n'habitaient plus près l'une de l'autre, mais tenaient à se revoir dès que possible. Elles ont désormais 45 ans. Jennifer a un bon travail et une carrière qu'elle aime, et elle consacre du temps à sa santé mentale. Christina est mariée et mère aimante de 2 enfants. Elle est fière d'apporter à ses enfants la vie, l'attention et l'amour qu'elle n'a jamais eu de sa mère. Voilà mes amis, quelle histoire lourde. Comment une mère peut-elle faire ça à ses filles? Heureusement, les filles ont obtenu justice pour leur père et malgré leurs cicatrices, elles ont réussi à aller de l'avant. J'aimerais connaître votre avis. Que pensez-vous de cette histoire et comment auriez-vous réagi à la place de ses sœurs? Si vous avez une histoire personnelle ou connaissez quelqu'un dans ce cas, partagez-la en commentaire pour qu'on en discute ensemble. Restez connectés pour la prochaine vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez, partagez, ça nous aide à faire grandir la chaîne. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Alors, je vais emmener cet enfant à la bibliothèque. Je ne sais pas. Parce que